Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Aujourd'hui, une émission très spéciale puisque nous recevons trois représentants du mouvement MGTOW, donc Men Going Their Own Way. Lucie avait fait une émission dessus qui avait fait beaucoup parler et donc on a accepté de les recevoir pour qu'ils puissent nous expliquer leur philosophie, leur manière de voir les choses et pour qu'ils puissent répondre à Lucie en plus de ça. Donc je reçois sur le Discord du Cercle Richelieu Ludonum Bellator qui est membre d'ailleurs du Discord du Cercle Richelieu. Bonsoir Ludonum. Bonsoir. Je reçois aussi Machinal le Farfelu. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et je reçois Coma aussi. Bonsoir. Salut. Et donc pour m'accompagner, il y aura également trois autres membres du Cercle Richelieu. Alors vous dites du coup que le Cercle Richelieu est en supériorité numérique, mais non, j'ai plus de voix, donc je vais me contenter d'attribuer les temps de parole, donc vous m'entendrez peu durant cette émission. Et on va commencer tout de suite, il n'y a pas de raison de s'attarder plus longtemps. Est-ce que tous les trois, vous pourriez m'expliquer pourquoi, comment vous êtes devenus MGTOW ? Ludonum peut-être pour commencer, après Machinal et puis si Coma a quelque chose à rajouter. Alors bien évidemment, rejeter les femmes en bloc, ce n'est pas une décision naturelle, ce n'est pas une décision évidente, ce n'est pas pour l'amusement, ce n'est pas pour le fun. Si j'ai fait ce choix, c'est déjà dans un premier temps parce que j'ai fait un constat sur mes expériences, sur les expériences que j'ai eues personnellement. Parce que oui, on ne rejette pas ce qu'on ne connaît pas. Et aussi parce que j'ai pris conscience, suite à mes expériences, j'ai été amené à m'intéresser, à prendre conscience de certaines choses, notamment le fait que, notamment certaines réalités sur leur nature, sur nos natures qui sont intrinsèquement liées à notre condition de chair déjà, mais aussi au contexte sociétal qui libère toute leur hypergamie, qui libère toutes leurs pulsions, pendant que nous sommes de plus en plus bridés et nous avons de moins en moins d'autres mots à dire, ainsi que de moins en moins d'intérêt à participer au coup. D'accord, ok. Dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà, on va y revenir dessus après, mais en tout cas merci. Machinal. Eh bien, comme tout MGTOW qui se respecte, j'ai eu des expériences avec des femmes, pas tant que ça au final, hein, bon, j'ai pas cumulé non plus comme un taré, mais bref, ça m'a fait me poser des questions. Et donc j'ai d'abord cherché par la rencontre en fait à rencontrer des femmes, ce qui m'a fait me rendre compte de certaines régularités dans les comportements. Et après une période de questionnement, je suis tombé. En fait, on m'a indiqué les contenus MGTOW et type pilule rouge, qui sont des contenus très intéressants, basés sur des concepts scientifiques. Sur de l'EvoPsy par exemple, et qui m'ont apporté une clé de compréhension des rapports humains. Et donc avec ces clés-là de compréhension plus en fait le contexte sociétal actuel, j'ai pris des dispositions qui me permettent de me préserver de certaines conséquences. Voilà. Ok, on reviendra sur ces conséquences en question. Est-ce que Coma, tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, peut-être que ce serait pertinent que Machinal, je lui ai transmis la définition, ce serait peut-être pour qu'on se mette d'accord, ça pourrait être pertinent de lire la définition. Et pour répondre à la question, pour moi, le seul moyen de ne pas perdre quand le jeu est truqué, c'est de ne pas jouer. Ah oui, bon, d'accord. On va revenir aussi dessus. Alors, Sky me seconde un petit peu avec Garde Noire, un autre membre du Cercle Richelieu, pour cette discussion. Sky, tu as un petit peu étudié le mouvement MGTOW et tu te posais un certain nombre de questions et je crois d'ailleurs que tu souhaiterais en poser des questions à nos trois invités. Oui, tout à fait. Bah, écoute, déjà, salutations à tous. Merci à vous d'être présents pour cette interview. Alors effectivement, j'ai constitué une petite liste. Alors je veux pas dire que j'ai étudié le mouvement, hein, pas comme un anthropologue qui étudierait le MGTOW de près, mais je me suis un petit peu renseigné du coup pour savoir de quoi j'allais parler ce soir. Et donc j'ai sorti la définition de ce qu'est le mouvement MGTOW. J'aimerais d'abord savoir si vous êtes tous d'accord avec cette définition. C'est la définition officielle hein, qui définit la philosophie MGTOW, qui est comme un mouvement qui réunit les hommes, qui s'étant interrogé sur la nature de la femme et les dynamiques des relations hommes-femmes, ont compris que le contexte socio-politico-économique à l'intérieur duquel ces relations prennent corps est si inique et si déséquilibré en leur défaveur
qu'ils tentent chacun à leur manière, sinon de s'en émanciper ou d'échapper à ses effets les plus préjudiciables. Vous êtes déjà tous d'accord sur pour définir le mouvement MeToo comme cela. C'est une définition qui me convient à peu près. Mhm. Après, nous, on a tenté de faire une définition par nous-mêmes, sur laquelle on s'est mis d'accord avec Coma. Et donc, je la citerai de la manière suivante. Ce sont des hommes qui suivent leur propre voie, qui à minima renoncent au mariage et à la paternité. C'est une stratégie d'évitement non coordonnée, afin de se préserver des dangers du gynocentrisme dans les sociétés post-industrielles atteintes par le féminisme. Voilà. C'est la définition qu'on a écrite pour trouver le plus petit dénominateur commun. Sachant que Micto n'est pas une échelle morale. C'est-à-dire que dans les Mictos, tu vas trouver des sacrés, des personnes qui ont une morale très douteuse, et tu vas trouver des personnes qui ont une moralité plutôt juste. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a autant de définitions finalement de ce qu'est le mouvement Micto qu'il peut y avoir de Micto revendiqués en fait. Oui, parce qu'il y a une interprétation personnelle forcément du concept. Après, il y a quand même des seuils qui font que tu ne peux pas être Micto si tu te dis bah je vais me marier, je vais avoir des enfants. Enfin, tu n'es pas Micto dans ce cadre-là. Sinon, ça perd de son sens, sachant que le sigle le présente assez bien. T'as la voie générale mariage, enfant, famille, et t'as la tangente qui est qu'est-ce que tu fais sans ça en fait. Enfin, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais en fait? Ah d'accord, donc c'est ça, parce que c'est la question que j'allais te poser juste après. Qu'est-ce que définit selon toi, donc c'est ça, l'homme qui suit son propre chemin. Donc pour toi, c'est celui qui s'affranchit du cadre qu'on appellerait traditionnel de la famille pour partir de son côté seul finalement. Du cadre traditionnel de la famille dans le contexte actuel. C'est contextuel. Faut comprendre que Micto est un mouvement réactionnaire. Mhm. C'est pas comment dire naturel. En fait, les hommes vont naturellement vers les femmes. Si tu veux, c'est que si on présente Micto comme une morale ou comme quelque chose, comme un but à atteindre ou comme une espèce de religion, ce n'est pas le cas. C'est juste réactionnaire par rapport à un contexte. Alors, si je peux me permettre, juste une question. Du coup, je sais que j'avais dit que j'interviendrais moins, mais j'avais juste envie de poser une question sur le sujet. Est-ce que du coup, ça veut dire que si vous rencontrez une femme qui est tout l'inverse d'une féministe, en fait, qui veut des enfants, mais pas seulement pour elle, pour le pays, pour la famille, pour la communauté, qui reconnaît que le traitement des hommes n'est pas nécessairement honnête par les médias et par la société contemporaine. Est-ce que ça veut dire, du coup, puisque tu dis vous êtes dans une réaction par rapport à ce qui est devenu la relation homme-femme, est-ce qu'avec cette femme-là, entre guillemets, la morale Micto ne s'applique pas? En fait, si tu veux, le point est le suivant. C'est que elle peut dire ce qu'elle veut, le contexte ne change pas, et le contrat, le deal que tu vas avoir avec elle, est un deal à son avantage. Et il n'est pas, c'est pas du gagnant-gagnant. Donc, dans ce cadre-là, peu importe en fait la femme, même si tu vois, elle te dit, te fait miroir, miroir, je pense comme toi, eh bien, ce n'est en aucun cas une garantie de durabilité ou d'accomplissement du contrat. Le contrat tacite étant que elle applique son rôle et toi tu appliques ton rôle. Parce que bien entendu, tu as un rôle dans un couple et elle aussi. Mais pourquoi ne pas redéfinir le contrat à ce moment-là? Parce que bon, c'est des termes qui m'énervent un petit peu, je dois dire, d'employer des termes commerciaux. Et voilà. Non, parce que le contrat, pourquoi je parle de contrat? Parce que le mariage est un contrat. C'est la règle de la société, n'est-ce pas? Les droits qui sont accordés aux femmes et pas aux hommes, donc s'il en arrive à des conséquences qu'on peut imaginer, comme le fait de ne pas, quand on est un homme, de ne pas forcément pouvoir ce genre de choses. 8%. C'est la garde des enfants pour les hommes, c'est 8%. Je veux dire, ce que tu entendais par le contrat, finalement, c'est que la société moderne, va de fait accorder davantage de bénéfices aux femmes, et que dans l'absolu, ce sont elles qui s'en sortiront le mieux s'il y a éclat, c'est ça? D'accord. Et c'est vraiment aux dépens de l'homme, en fait. Et tout système est organisé aux dépens des hommes. Tu vois, elles sont largement subventionnées dans leur délire féministe, et qui font passer de plus en plus de lois. Et on voit dans des pays qui sont
qui sont proches, on va dire culturellement ou d'influence sur la France en termes de politique, qui nullifient les contrats de mariage. Donc, si tu veux, même un contrat de mariage bien serré n'est pas une garantie pour l'avenir. C'est tout le problème dans notre société actuelle. Alors, si je peux me permettre une chose, oui, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec ce que tu viens de dire, mais il ne faut pas confondre nécessairement non plus l'image de la femme féministe parisienne avec des cheveux verts et qui rejette les hommes, de l'immense majorité des femmes dans ce pays qui, à mon sens, attendent plutôt des hommes qu'ils agissent comme des hommes, en fait. Pardon, vas-y. Est-ce que je peux, te rétorquer les chiffres du divorce? C'est que les divorces, c'est pas marqué. Il y a beaucoup de divorces. Tu vois, c'est plus de 50%. En gros, on lance une pièce et tu fais une chance sur deux. Il me semble que plus de 70%, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Également, j'avais entendu parler de ça. Alors, si je peux me permettre juste sur ce point, la majorité des divorces dans ce pays sont des divorces par consentement mutuel. Alors, je tiens pas à polémiquer sur le sujet, mais ça veut dire, ça sous-entend que l'homme et la femme sont censés être d'accord sur le sujet. Mais enfin, pour moi, le gros problème qu'il y a vis-à-vis de ces chiffres du divorce, qui sont une réalité, hein, je veux dire, moi je viens d'un foyer de parents divorcés, je pense que d'ailleurs ça doit être le cas d'un certain nombre d'entre nous. Mais le truc, c'est que en fait, c'est plutôt de l'extrême stupidité à la fois de l'homme et de la femme dans le mariage. C'est-à-dire qu'on se marie aujourd'hui par amour, alors qu'à la base, le mariage, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un... On est d'accord. Oui, voilà. Non, mais dans ce cas-là, c'est une stupidité mutuelle. En fait, sur ce point, malheureusement, on en a fait quelque chose de complètement aberrant. Moi, je suis prof dans un lycée. J'ai un élève de 18 ans qui est arrivé la dernière fois qui m'a dit qu'il allait se marier. J'ai failli éclater de rire. Mais voilà, il se marie parce qu'il aime sa copine. Donc ça n'a aucun sens. Genre dans 2 ans, je suis persuadé qu'ils vont divorcer. Mais là, ce mec-là est con, en l'occurrence. Mais après, bon, voilà, c'est pour ça pour dire que le problème du divorce est plus large que ça, à mon avis. Alors, il y a bien... Alors, pour moi, le principal problème est celui que tu as cité. C'est que les gens ne se marient déjà pas pour les bonnes raisons. Et donc, si tu te maries pas sur la base d'un projet commun, évidemment que si tu te maries juste sur des pulsions et sur des sentiments, ça risque pas de marcher. Ça, on sera d'accord, sur le long terme, les sentiments et des pulsions, l'attirance pour l'autre et compagnie, c'est des choses qui sont vouées à s'éteindre, alors que les intérêts peuvent subsister. Mais, encore une fois, c'est que quand la femme elle a plus intérêt à te quitter et à te choper ton pognon que de te garder et finalement d'accomplir son devoir, eh bien c'est compliqué en fait. Et t'as des femmes qui réagissent de façon très naturelle à leurs intérêts, qui vont choisir l'option de je lâche le bonhomme et je profite de ton pognon. C'est bon, ça me semble pas anormal. Simplement, si tu veux, quand tu connais le jeu, si tu veux, t'as pas envie de jouer. Ça, c'est ce que j'appellerais le paradoxe de la prostituée russe qui se marie avec un vieil américain de 85 ans et qui lui prend tout son fric en divorçant à 92 ans. Mais oui, il y en a effectivement, mais c'est surtout en fait les femmes qui sont entre guillemets qui jouent en dehors des divisions, quoi, qui sont suffisamment belles pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Mais on va dire la femme moyenne, non pas dans un, je dis pas ça méchamment, mais la femme moyenne, globalement, elle réfléchit à sa relation pas uniquement en termes d'avantages et d'inconvénients matériels. Il y a aussi autre chose qui se joue derrière quand même. Donc, ce que tu dis, c'est trouvez-vous une moche, ça va marcher. Ah non, pas nécessairement. Mais je dis ne vous trouvez pas une prostituée russe. J'ai vécu 6 mois en Russie. J'ai été invité par des amis qui sont d'une classe sociale très supérieure à la mienne. Je voyais bien que les femmes qui y avaient à leur soirée étaient intéressées par autre chose que ma personne. Alors mon ami leur faisait croire que j'étais riche, donc du coup j'avais un certain succès avec elles, mais ce n'est absolument pas le cas. Et bon voilà, ne choisissez pas des prostituées russes. Voilà, mais il y a de très belles femmes qui ne sont pas des putes venant d'Europe de l'Est, quoi. Aussi. Alors après tu vas aussi dans la caricature, si tu veux, entre la prostituée et la fille lambda qui divorce par plus ou moins intérêt et parce que c'est aussi dans la marge du temps. Il y a une différence. C'est que il y a beaucoup de divorces qui se font pas dans les 5 premières années. Elles se font, en général, c'est au moment de la quarantaine,
Ça arrive d'ailleurs sur une étape naturelle chez l'homme où il y a une baisse de testostérone et compagnie. Et pourtant il a son apogée normalement économique. Et en général, ça se passe à ce moment-là. Enfin, en général, il y a beaucoup de divorces qui se passent à ce moment-là dans des couples qui sont pourtant d'essence traditionnelle. J'ai connu ça, beaucoup de gens ont connu ça. Ouais, mais justement, je crois que si je peux me Sky permettre voulait d'intervenir continuer. là-dessus. Vas-y Sky, je t'ai Oui, coupé deux je fois la voulais- parole, désolé. Non, pas de problème, t'inquiète pas, hein. Pas de souci. Je voulais justement mettre en évidence finalement ce constat est tout à fait vrai, hein, ça c'est un fait. Par contre, est-ce qu'on ne s'attaquerait pas aux branches au lieu des racines, en fait, dans ce moment-là? C'est-à-dire que on est en train de dénoncer un constat vrai que la femme, de manière générale, demande de plus en plus le divorce, et on ne se demande pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, notre société s'est effectué un virage? De quel côté je vous le juge? Et a fini par convenir qu'il était normal de divorcer plusieurs fois, même dans sa vie, de ne plus se poser pour construire un projet commun jusqu'au bout, de ne plus se marier très jeune d'ailleurs. Nos parents, nos grands-parents en tout cas, peut-être pas nos parents pour certains, mais nos grands-parents en tout cas se mariaient jeunes. Et faisaient leur vie ensemble et ne divorçaient pas. Qu'est-ce qui a changé en fait dans notre société, particulièrement en France? Alors, je pense que c'est une interrogation en fait qui doit nous amener à une nouvelle réflexion. Je vais te donner la solution. C'est que on est passé d'une société industrielle à une société de service. Mhm. Et bon, si tu prends les années 50, on était encore 70% à la terre. Donc si tu veux, les organisations sociales n'étaient pas les mêmes. Et les femmes ayant eu accès massivement au salariat, et si tu veux, elles sont arrivées économiquement au même niveau que les hommes de la base. Et par hypergamie, elles ne cherchent plus les hommes de la base. Et les hommes de la base ne sont plus capables de financer une famille. Ouais, Alors qu'avant ils pouvaient. Tu as apporté justement en début de réponse ce que tu définis là, en fait, sur l'époque, c'était le patriarcat en soi. La femme restait au foyer, et l'homme, du coup, disposait des ressources économiques. C'est lui qui allait les chercher. La femme restait au foyer quand les gens étaient à 70% paysans, t'en fais pas que les femmes travaillaient. Oh oui, le travail, tout à fait, c'est sûr. C'est pas juste la femme qui reste au foyer à s'occuper des gosses et changer des couches. Enfin, moi je connais des paysans et des familles de paysans. Les femmes, elles travaillent, hein. Elles sortent dehors et elles ont la nuque aussi rouge que leur mari. Hein. Oui, mais évidemment, je parlais dans le contexte de la société actuelle, hein, pour le coup. C'est vrai qu'à Le mari l'époque... produisait, elle le vendait au marché aussi, généralement. Exactement. Que les femmes, en fait, c'est un grand mensonge du féminisme de dire que les femmes avant travaillaient pas, tu vois, ou avaient pas accès au travail ou quoi, tu vois. C'est bien sûr qu'elles avaient des responsabilités de travail et économiques. Simplement, mais c'est justement, pas organisé de la même manière. Justement, on vient là où je voulais en venir, c'est que d'un côté, tu nous expliques que, enfin, ce qui est un constat tout à fait, que les femmes qui disposent d'un salaire aujourd'hui qui est égal à celui des hommes peuvent se permettre de se passer des hommes, mais à l'époque, justement, il y a ne serait-ce que 50 ans en arrière, nos grands-parents se mariaient très jeunes, ont passé toute leur vie ensemble, en tout cas avant mai 68, et pourtant, les femmes dans la paysannerie travaillaient, comme les hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ce n'est pas un problème de métier. C'est pas un problème au niveau de l'homme travaille, la femme travaille, l'homme travaille pas, peu importe. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'autre. Le problème, c'est le tout salariat. Oui, c'est un problème de caste aussi. Ouais, le caste, tout à fait. Ouais. Oui, il y a une disparition de... Comment, pardon et le socialisme qui nivelle économiquement tout le peuple vers le bas. Voilà, c'est ça. J'avais envie de dire, c'est plus qu'économiquement. Il y a quelque chose de social aussi, puisqu'il y a une disparition des castes et d'une certaine hiérarchie dans la société. Et comme bon après c'est une pensée un peu, on va dire, traditionnaliste que j'apporte, mais comme la qualité a disparu des individus, comme finalement on voulait arriver à un égalitarisme absolu, bah, il est assez normal finalement que la femme revendique également une certaine liberté, et j'ai tendance à penser que si la féminité s'est aussi répandue et que si le féminisme est arrivé, c'est parce qu'il y a aussi une chute de la virilité à l'origine. Alors, on va peut-être... parce que les hommes... Oui. Pardon, Gardoir, mais juste, Ludonum me demande s'il peut intervenir, et je crois que ça fait un petit moment qu'il attend, quand même. Alors, vous pouvez oui, c'est vrai qu'on l'entend. On l'entend tout à l'heure. En plus, il est de chez nous, donc ce serait vraiment dégueulasse de pas lui laisser la parole. Vas-y, Ludonum, désolé. Donc, merci déjà. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les choses que je voulais dire, que j'ai dû laisser passer, ce serait trop long. Mais au moins sur le thème du travail, il faut se poser la question, pourquoi travaille-t-on?
Pourquoi travaille-t-on? On travaille à l'origine parce qu'on en a besoin pour se nourrir. Du moins, c'est le cas dans la société où on n'est pas dans l'opulence, où les besoins vitaux doivent être remplis, et si on ne se lève pas, on mange pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes dans des turbo-consommateurs. Ceux qui ne travaillent pas bénéficient de toute façon d'aide sociale suffisante pour vivre. Mais aujourd'hui, nous sommes valorisés essentiellement par notre salaire, nous sommes valorisés par ce que nous consommons, et les femmes comme les hommes d'ailleurs sont incités à gagner le plus possible d'argent pour consommer le plus possible et s'affirmer par l'identité qu'ils se construisent de par leur consommation de vêtements, d'électronique, etc. Donc nous sommes passés d'une société avec des valeurs familiales où le foyer, les enfants, le respect du père, de la mère, de l'époux, de la pousse était centre, à une société où ce qui fait ce qu'on nous respecte, c'est la richesse que l'on affiche. Ça a toujours été plus ou moins le cas parmi les classes mondaines, vous me direz, mais aujourd'hui ça s'est un petit peu réparti dans toute la société. Il faut avoir le dernier iPhone pour être socialement accepté, il faut fumer, il faut consommer. Voilà, nous sommes définis par ce que nous consommons. On en revient à ce qu'on soulevait justement tout à l'heure, c'est le passage de cette société justement patriarcale traditionnelle à cette société capitaliste libérale, en fait. On est plus sur un socialisme en termes de peuple et avec un capitalisme d'État qui spoile le peuple, plutôt que sur un capitalisme libéral. En réalité, on est largement taxé sur que ce soit sur le travail, sur l'entrepreneuriat, sur enfin, je veux dire, c'est en termes de capitalisme libéral, tu vois, avec la liberté de contracter, on a vu mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de libéralisme, on devrait plutôt parler de marché mondialisé plutôt que de libéralisme au stricto sensu du terme. Mais j'ai tendance à penser que la société, bon après c'est une petite digression sur ce que je vais dire, mais j'ai tendance à penser que la société telle qu'elle est aujourd'hui a tendance à réutiliser ce qui s'est fait de pire dans les différents régimes qui nous ont précédés et les mélange pour donner justement ce dont vous parliez tout à l'heure. Mais en tout cas, pour en revenir au mouvement, moi je tiens à dire que sur les constats sociétaux et sur ce que vous avez pu dire par exemple sur le fait qu'il y a une inégalité véritable entre les droits des hommes et les droits des femmes vis-à-vis par exemple des enfants ou même en général dans la société, je suis absolument d'accord avec ça. Moi ce qui me dérange dans le mouvement, on va passer évidemment le côté le nom anglo-saxon, etc. Ça je pense qu'on peut laisser ça à un autre débat. Ce qui me dérange, c'est le fait que ça détruise des relations justement hommes-femmes qui ont déjà été très sapées par le féminisme, même quasiment annihilées, donc le constat est très juste. Mais j'ai tendance à voir, alors là vous allez peut-être me dire que ma réflexion est un peu cliché, mais j'ai tendance à voir l'homme et la femme comme complémentaires. Et dans les civilisations traditionnelles, justement, il y avait un concept métaphysique qu'on appelle l'androgyne originel, et qui explique que l'homme et la femme ont une volonté de retrouver une unité perdue par l'union. Et j'ai tendance à penser qu'une union saine entre l'homme et la femme, justement, permet aux individus de s'accomplir d'une certaine manière. Donc je trouve que même si cette voie qui peut paraître ascétique peut être très intéressante pour certaines personnes, la diffuser et la proposer comme une solution, ne serait-ce que provisoire, à la société actuelle et en une réaction comme je crois que c'était Machinal qui l'a dit tout à l'heure, que c'était une réaction et que c'était totalement réactionnaire, j'ai tendance à penser que ça va encore plus saper les valeurs familiales, la tradition, et finalement plonger les individus dans un certain individualisme. Ce qui n'empêche pas les MGTOW d'être des hommes totalement accomplis et de se trouver eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue général, j'ai l'impression que ça va empirer les choses plutôt que de les arranger, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je comprends, mais en fait, si tu veux, c'est que souvent, je dirais même la plupart des MGTOW ne croient pas en de solutions politiques actuellement. C'est que ils pensent que en fait la maison est en feu et que tu vois, c'est que je comprends. Ne changera pas le fait que la maison est en feu. Tout à fait. Donc si tu veux, c'est que au vu de ça, on a des dispositions individuelles à prendre.
Tu vois, et c'est dommage parce que on aimerait pouvoir avoir plus d'impact en groupe et compagnie, mais actuellement ça paraît du moins très compliqué. Donc tant que le contexte et le contexte ne changent pas, en fait, il n'y a pas de raison de jouer le jeu. Parce que si tu veux, c'est que tu te mets objectivement en servage pour l'État et pour les femmes quand tu souscris à ce contrat-là. Et tu es, en somme, un peu forcé de t'en protéger. Si tu ne t'en protèges pas, en fait, tu peux aussi nullifier ton travail. Et c'est dommage parce que tu aurais peut-être plus à apporter en étant seul et du coup pouvoir avoir une bonne production et une bonne capacité de proposition à ton groupe, plutôt que de te mettre dans une situation où tu peux tout perdre et potentiellement être inutile, in fine. Alors, juste On pour va reprendre peut-être la laisser parabole. Ludonum parler pour rattraper son temps de retard. Pardon. Je rajouterais quand même qu'il y a une certaine notion qui s'appelle le choix, le libre arbitre. Alors je vais reprendre un petit peu les termes de Lucie, hein, parce qu'à la base on répond quand même à sa vidéo, où elle se rappelait d'un homme, elle se rappelle que l'homme c'est le conquérant, c'est celui qui veut conquérir la femme. Et j'ai envie de dire, cette vidéo, en fait, ses paroles, ses propos, c'est un signe que le féminisme a gagné à partir du moment où on a des femmes, et c'est loin d'être la première fois, qui viennent nous apprendre ce que c'est que d'être un homme. Oui, le féminisme a gagné parce que déjà que nous sommes éduqués par des femmes, on a 80% de femmes dans l'éducation nationale. Ensuite, c'est des femmes qui viennent nous dire vous n'avez pas le droit d'être frustrés, vous devez revenir à la plantation, bons esclaves. La victoire du féminisme, elle est là. Et concrètement, en tant qu'hommes, nous tous dont nous sommes capables, puisque nous sommes qui nous dépassent de très loin, c'est faire des choix. Et c'est la chose la plus virile à faire, c'est choisir le chemin que l'on veut emprunter. Un chemin qui ne nous convient pas, s'y soumettre, facile par définition. Donc non, je suis désolé, que ce soit à Lucie ou pour les autres, les mythos sont des gens qui considèrent que il y a de meilleurs choix à faire pour que de vous conquérir, et vous n'en valez même peut-être même plus la peine d'être conquise, et on n'a pas à s'excuser pour penser comme ça. C'est notre choix et nous n'avons pas à répondre de nos choix. Si je me mets, alors je suis pas Lucie, mais à ce que j'avais compris moi de ce qu'elle disait, c'est qu'elle plaçait le combat sur le plan collectif. C'est-à-dire qu'elle disait que globalement, la France était en train d'être remplacée, les Français étaient en train de remplacer ethniquement, ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. Elle, en tout cas, elle y croit. Moi, j'y crois aussi. Et justement, elle disait c'est quand même dommage que les hommes blancs, parce que c'est quand même un phénomène qui touche massivement plutôt les hommes blancs que les hommes noirs ou maghrébins ou autres, ou même asiatiques, c'est quand même dommage que les hommes décident du coup de quitter le game alors que le pays est en train d'être remplacé. Et du coup que ça devient une lutte assez individuelle au détriment de la lutte collective, quoi. Alors tu serais essentiellement. Ouais, voilà. Vas-y. Alors tu serais très surpris de la proportion de personnes issus de l'immigration qui sont dans les différents groupes mictos, on va dire plutôt publics. Il y a énormément de personnes issues de l'immigration qui sont sur ces groupes-là parce qu'ils n'acceptent pas leurs femmes non plus, qui au contact des sociétés occidentales ont des comportements un peu exacerbés même, tu vois, par rapport même aux françaises. Non mais peut-être. Donc si tu veux, c'est que après c'est la stratégie du bébé blanc, tu vas faire des bébés blancs. Et cette stratégie-là, c'est comment dire, c'est assez cocasse parce que peu importe combien on va faire de bébés blancs en France, tu vois, mettons le cercle Richelieu, je ne sais pas combien de personnes ça touche, mais même si c'était que des hommes qui faisaient tous des enfants, je ne suis même pas sûr qu'on arrive au solde de l'immigration maintenant. Tu vois, au nombre de personnes qui arrivent. Non mais peut-être. Tu vois, c'est. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais alors, encore une fois, je suis pas lucide, donc c'est difficile de vous répondre, mais simplement sur ce que tu dis déjà. À la base, qu'il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère dans le groupe, moi je veux bien le croire. Néanmoins, il y a quand même beaucoup plus de blancs. On va dire la proportion est quand même plutôt en faveur des blancs qu'en faveur des personnes d'origine extra-ethnique, on va dire, dans les groupes mictos. Et pour l'autre point, oui, ben, le problème c'est que si on abandonne, si on suit cette logique-là, on ne fait plus autant de plus faire d'enfants du tout. Et demain, le grand remplacement sera une réalité, quoi. Je veux dire, si vraiment tous les blancs d'un coup arrêtent de faire des enfants,
Ça prendra pas, parce que des fois on dit ça prendra 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si on fait ça, c'est dans 3 ans que le grand remplacement a lieu, quoi. Alors, du coup, je vais te sortir la chose suivante, c'est que, tu vois, on ne redresse pas une table sur une table sale. D'abord, on nettoie la table, et après, on redresse la table. Moi, je prends les choses dans ce sens-là. Tu vois, je vais pas construire une maison sur de la base, tu vois, sans fondation, sans rien. Tu vois. Au bout d'un moment, j'ai besoin d'avoir quand même certaines garanties. Et si le contexte ne change pas, j'ai pas de raison de changer d'avis. C'est que c'est tout à mon, en fait, c'est tout à mon détriment, et ça desservirait les miens. Oui, tu vois, les miens étant ma famille. Je suis issu d'une famille quand même. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, au point de vue du pays, de la nation, tu vois, c'est quand même un combat. Enfin, je veux dire, moi, si j'avais voulu, très honnêtement, aujourd'hui, je pourrais habiter en Russie. Je pense que mes amis là-bas m'auraient accueilli. J'aurais vécu probablement à Samara, là où j'ai passé 6 mois, et j'y étais très heureux. Et là-bas, il y avait surtout des blancs, et il n'y avait pas de souci particulier pour moi. Mais à un moment, c'est quand même un combat national. C'est pas une question simplement de famille, c'est pas une question de tribu. C'est un combat national. Enfin, Ludonum, par exemple, je sais que tu te sens lié à ce pays quand même. Je sais que tu sens que c'est dans tes veines, quoi. Il me semble, en tout cas, de ce qu'on avait déjà parlé. Non ? Alors, il me semblait pas avoir parlé avec toi personnellement, mais peu importe. Oui, je suis très attaché à la terre de France et à son peuple. Malheureusement, je n'ai pas les pleins pouvoirs. Je ne suis pas Dieu. Hein. Je suis un petit peu en désarroi quand je constate ce qu'il devient, mais c'est de sa volonté collective et finalement, dans la démocratie, dans la pseudo-démocratie que nous vivons, je n'ai qu'une voix parmi 60 millions, il me semble à peu près. Ah oui, non, sur la critique de la démocratie, on va tous être d'accord. Enfin, en tout cas, au sein du cercle Richelieu, on est tous d'accord. Mais quand même, enfin, du coup, tu peux pas abandonner la lutte contre le grand remplacement comme ça. Je n'abandonne rien. Alors, je n'abandonne rien. Je milite à côté. Je vais pas dire dans quelle association, mais je milite beaucoup sur mon temps libre, que ce soit pour le nationalisme ou que ce soit pour l'équilibre des relations un petit peu homme-femme. Mais ça ne m'interdit pas qu'à côté, je ne vais pas me condamner à vivre des relations toxiques ou à risque pour faire plaisir à ces mesdames. Au bout d'un moment, je ne suis pas obligé, je ne suis pas forcé d'accepter ce qui ne me convient pas. Et aussi, j'aimerais juste ajouter un point, c'est que tu parles de, il faut d'abord faire passer les intérêts de sa nation avant de la famille, mais vous défendez quand même un modèle qui est le modèle de la France des familles. Donc si tu veux, c'est que, c'est d'abord les siens, tu vois, et les siens, c'est en premier lieu sa famille. Et d'ailleurs, si on prend d'un côté catholique du terme, c'est d'abord sa famille avant les autres. Hein. C'est pas. Oui, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, c'est d'abord la famille qui doit passer avant la nation, et c'est à partir des familles que l'on bâtit des nations. En fait, c'est pour ça que je comprends pas vraiment le paradigme du MGTOW le MGTOW qui veut se battre pour sa nation et être un patriote, et qui à la fois ne veut pas avoir d'enfants et ne pas avoir de femmes. Enfin, ne pas avoir de femmes et d'enfants par définition. Parce que je veux d'abord nettoyer la table. Je veux d'abord que nettoyer la table, soit moi-même, soit avec d'autres, soit que ça se fasse contextuellement. Mais comment nettoyer la table en fait? Parce que moi, comment dire, c'est une image, c'est une parabole qui peut évidemment parler, mais comme la parabole de la maison que t'as dit et qui était en feu et que tu arrives avec ton petit verre d'eau et que ça ne suffirait pas à être un incendie. À ce moment-là, pourquoi ne pas se trouver une femme et partir de cette maison en feu pour construire une autre maison ailleurs? Et du coup, il y a je vais te répondre la chose suivante, c'est que en fait, pour moi, le système est autophage. Donc en fait, il va se manger de lui-même. C'est que en fait, on a juste à attendre que tout s'écroule et après on peut reconstruire. On reconstruit pas sur une maison en feu. Mais là, si je peux me permettre juste une question. Je suis accélérationniste, pour être tout à fait honnête. Si je peux me permettre juste une question, mais si à côté, on va dire que les gens qui font des enfants, c'est soit des gens, on en parlait tout à l'heure, issus de cette démocratie sociale que à peu près tous on a l'air de détester de la même manière, ou des gens issus de l'immigration qui, même quand ils sont très sympathiques, jouissent un petit peu de cette démocratie sociale, ou en tout cas ont l'impression de jouir de cette démocratie sociale. Alors, si à la fin il n'y a que des enfants qui sont issus de ces familles-là, je veux dire, il y a peu de chances d'arriver à nettoyer la table. Ça me semble. Pas manger par eux-mêmes. J'ai pas compris, pardon. Ils ne peuvent pas manger par eux-mêmes. Actuellement, ils vivent du travail des blancs.
Oui, non mais effectivement, mais si demain ils sont 90% de la population et que on va dire, c'est plus large que les blancs même, mais on va dire si les nationaux, patriotes, royalistes, souverainistes sont 5% de la population, même avec beaucoup de très très bonne volonté, tu auras du mal à laver la table, quoi, pour pouvoir y manger dessus. Ça me semble, moi personnellement, ça me semble très compliqué. J'ai été dans des pays, alors, notamment en ex-Yougoslavie, où il y a eu des remplacements de population, véritablement. Donc le Kosovo et le Monténégro pour les nommer. Et je veux dire, les mecs ont attendu, ils ont fait moins d'enfants que les gens qui étaient d'origine albanaise, par exemple. Et à un moment, il y a eu une inversion, c'est-à-dire que la population est passée en majorité d'origine albanaise, puis à 90%, 95% d'origine albanaise. Et au moment où ils ont tapé du poing sur la table, c'était terminé. C'était terminé, ils ne pouvaient plus rien faire. Et le pays est livré aujourd'hui à la guerre civile permanente, aux mafias, et on ne peut pas y vivre. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait par exemple d'origine serbe, qui voudrait vivre au Kosovo, c'est un calvaire. Ou au Monténégro, c'est un calvaire pour lui. Il y a déjà des endroits en France où on peut pas vivre. Oui, j'en viens, je viens de la Castellane de Marseille. Oui, on peut pas. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a déjà des endroits en France où on peut pas vivre. C'est pour ça que je dis, faisons des enfants. Alors moi, je peux répondre à cet argument nataliste de façon très simple. Vas-y. Les mectos, on va dire le plus gros mecto francophone, il a à peine 20 000 personnes. Donc supposons que ce sont tous les gens qui regardent ces vidéos, qui sont abonnés à sa chaîne. Supposons que ce sont tous absolument des mâles blancs en âge de procréer et qu'ils ne l'ont pas déjà fait. Supposons qu'ensuite ils font tous 4 enfants. Et ben ça fait même pas 100 000 bébés. Et donc c'est rien en comparaison des plus de 200 000 migrants qui arrivent tous les ans et rien en comparaison des 40% de naissances extra-européennes qu'il y a chaque année. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau par rapport à l'invasion. Donc même en faisant ça dans le plus positif, on sera pas en sol positif. Alors je vais laisser... rajouter quand même quelque chose. Oui, vas-y, Bellatar. C'est que, voilà, comme on disait, les mictos, c'est une infime minorité de la population. Finalement, ce sont les célibataires qui le sont par choix et qui se sont plus ou moins rassemblés pour penser, parce que finalement, c'est avant tout une philosophie, micto. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'il y a aussi une vérité générale, c'est que les hommes sont de moins en moins intéressés par la conquête, même si les chiens sont toujours présents. Il n'y a pas de souci, ils voudront toujours user de la femme mouchoir. La femme mouchoir voudra toujours des chiens. Mais d'une manière générale, il faut se rendre compte qu'il y a un certain malaise, qu'on ne cherche plus à séduire, d'une manière générale, même au-delà des mythos. Et si vous regardez les statistiques, même les études de Pornhub qui sont assez révélatives d'un point de vue sociologique, on a le tag, mais je vous promets, le tag transsexuel qui explose en popularité. Et et notamment chez les plus de 40 ans. Donc au bout d'un moment, pourquoi est-ce qu'on a des plus de 40 ans qui pourtant ont vécu avec une femme qui se mettent à préférer les transsexuels aux femmes pour leurs fantasmes? Êtes-vous sûr, à partir de ces données, que vous êtes en train de remettre en question les bonnes personnes? Non, mais moi, juste une chose sur. Je voudrais répondre à Coma sur ce qu'il a dit. Alors, j'ai rien à répondre. Je peux pas vraiment répondre à ton argument. Tu as raison. Si les 20 000 mictos dont tu as parlé avaient chacun 4 enfants, ça ne ferait que 100 000 personnes. On est d'accord. Mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi que vous n'aspirez pas à recruter davantage de mictos. C'est-à-dire que c'est une limite. C'est une barrière infranchissable parce que plus vous allez devenir important, et actuellement vous faites partie des groupes qui ont plutôt le vent en poupe en termes d'accroissement numérique. Plus vous allez devenir important, plus cette question malgré tout de la natalité va se poser. Et au bout d'un moment, quand vous serez 100 000 et qu'il y aura possibilité pour chacun de faire 4 enfants, ça fera quand même 400 000 personnes. Donc c'est déjà, tu veux me dire, même là, dans l'océan migratoire, ce serait peut-être pas extraordinaire, mais enfin ça commencerait à peser, quoi. Alors, je voudrais prendre le temps, s'il vous plaît, je voudrais prendre le temps de répondre également, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été traités, et je vais peut-être pas pouvoir, du coup, récupérer tout ce que j'en étais dans ma tête. Déjà, au préalable, ce que je vois dans le mouvement MeToo, à mon sens, d'après ce que j'ai pu constater en vous écoutant et en écoutant les nombreuses vidéos que j'ai pu voir, c'est vraiment cette fuite, c'est une fuite en fait. C'est une acceptation, et comme vous l'avez dit, du triomphe du féminisme, c'est vos propres mots. Vous partez du principe que le féminisme a triomphé, que la société n'est plus récupérable quoi qu'il en soit, et qu'elle va s'autodétruire. Certes, c'est une possibilité qui s'accroît de jour en jour. Par contre, la fuite directe, dans le sens où on va se barrer, comme le décrit le stade de MeToo niveau 5, se barrer dans la forêt en ermite, et ne plus avoir de relation avec la société,
Très bien, mais vous allez simplement être seul, en fait. C'est-à-dire que à ce moment-là, soit vous vous rassemblez en communauté entièrement faite d'hommes, et à ce moment-là, la communauté s'éteindra au bout d'une 70aine d'années, soit vous allez partir tout seul dans les bois et vous éteindrez tout seul, en fait. À quel moment est-ce que le MGTOW peut réussir à jouer collectif s'il n'a pas le désir de fonder une famille pour pouvoir ressusciter cette société, pour pouvoir justement reconstruire une société traditionnelle qui supplantera au moment de son effondrement cette société complètement pervertie et décadente. Alors, déjà, faut définir, tu vois, la chose suivante, c'est que tu parles du MGTOW niveau 5. Faut bien comprendre que c'est pas la majorité des MGTOW. Oui. On va dire, c'est vraiment l'extrémité, le niveau d'éloignement le plus, tu vois, des femmes et de la société. Donc là, pour le coup, si tu me le permets, je peux définir pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, en fait, parce que j'ai sous les yeux les différents stades du MGTOW. Sky, on va peut-être laisser les MGTOW définir les 5 stades. Plutôt, ce sera peut-être plus... Comme tu veux. Plus simple. Si l'un de vous pouvait définir les 5 stades, pour nos auditeurs. Je m'y colle ou comment tu t'y colles ou... Comme tu veux. Allez, c'est toi, t'as pas beaucoup parlé. Ok, donc je vais juste répondre vite fait à Alexandre. En fait, c'est symptomatique ce que tu as dit tout à l'heure. Donc en fait, faut pas prendre le problème en sens inverse. C'est-à-dire que le MGTOW, tout à l'heure j'ai entendu Garde Noir dire c'est un mouvement. Non, dans la définition qu'on a citée au début, il n'y a pas le mot mouvement. Le terme mouvement est évité parce que justement ce n'est pas un mouvement. MGTOW, il faut voir ça comme un... Non, c'est même pas une philosophie. C'est même pas une philosophie. MGTOW, c'est un phénomène sociologique observable qui concerne des individus isolés, non coordonnés. Donc ce n'est pas un mouvement, à proprement parler. Enfin, qui se coordonne de plus en plus sur Internet. Oui, il a été nommé quand même, et il y a des points qui ont été définis. Vous avez rappelé une définition tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de commun. On va laisser Coma nous parler des 5 stades, mais juste, Coma, je suis d'accord avec toi, je comprends bien ce que tu veux dire, que c'est pas, genre, vous êtes pas le parti nazi qui impose à ses militants de ne plus avoir de relations sexuelles et de ne plus, alors, c'est pas ce que vous êtes le parti nazi, mais j'ai bien compris, vous êtes pas un parti totalitaire, quoi, ça j'ai bien compris, mais... Oui, ce que je veux dire, c'est non, même au-delà de ça, le MGTOW ne recrute pas. C'est les conditions de la société qui fabriquent des MGTOW, en fait. Nous, on est juste un symptôme, on est une conséquence. Bah, ça, non, mais ça, je comprends bien ce que tu veux dire. Non, mais là, je suis d'accord, c'est un bon argument, mais néanmoins, l'argument que j'ai donné moi-même reste valable. C'est-à-dire que plus il va y avoir, effectivement, MGTOW ne recrute pas, mais plus il va y avoir des MGTOW, plus il va y en avoir, plus le mouvement va prendre de l'ampleur, plus ce problème va se poser. Même si vous resterez une minorité, mais j'ai envie de vous dire, même si vous étiez 6 millions, vous resteriez une minorité. Et malgré tout, la question continuerait à se poser dans notre pays. Mais tu dis le problème va se poser, mais pour moi, le problème se pose déjà. Oui, oui, absolument, le problème de la natalité se pose déjà. On est d'accord. L'un des principaux problèmes avec les femmes aujourd'hui, c'est qu'elles nagent dans l'attention des hommes, des mâles, notamment grâce à l'expansion des réseaux sociaux, des sites de rencontres. On en a de plus en plus qui s'inscrivent juste pour compter leurs likes. Et forcément, pour leur ego, c'est forcément très flatteur et ça leur permet de mettre un éventail absolument gargantuesque de mâles en compétition, puisque la femme est par nature hypergame, elle va sélectionner les meilleurs et on obtient ainsi des chiffres scientifiques qui ont été obtenus par étude et qui valident la loi de Pareto, 80% de femmes qui ne trouvent que 20% des hommes séduisants ou acceptables. Et c'est ça le problème. Mais plus les hommes vont se mettre à rejeter les femmes parce que non contentes d'être très difficiles, elles permettent aussi de devenir plus ou moins détestables, ça, plus ou moins en fonction des individus. Mais quand elles vont perdre en demande, eh bien finalement, forcément, elles vont perdre en orgueil et forcément, elles vont peut-être commencer, c'est un espoir que j'ai, c'est peut-être pas tout à fait rationnel, commencer à se remettre en question. Je voudrais peut-être juste avant qu'on continue là-dessus dire que on va laisser Coma. Justement, j'allais parler de ça, ouais. On va laisser Coma puisse y finir. Faire les 5 stades, parce que sinon on va rester encore sur le sujet de la natalité. Vas-y. Coma, c'est à toi. Ok, donc les 5 stades, c'est simple. Premier stade, c'est on accepte les relations longues, mais on évite toute forme d'engagement qui risquerait de nous faire prendre des risques financiers ou légaux. Ensuite, le deuxième stade, c'est on se contente de relations de courte durée. Et le troisième stade, c'est on n'a plus de relations du tout, parce que on considère que ça vaut pas le coup, même les relations à courte durée. Et le quatrième stade, ça inclut une dimension économique, c'est-à-dire qu'on considère qu'en plus de ça, on ne veut pas financer le système
et être un esclave du système qui finance, même si on ne prend pas le risque de se faire déposséder par une femme. Et le 5e stade, c'est comme tu l'as dit, c'est l'ermite, c'est-à-dire là, on s'isole de la société au maximum en attendant la fin. Oui, parce que si je te demande de définir ces stades-là, c'était justement pour en aborder un d'entre eux qui a notamment été abordé par Lucie pendant la vidéo. C'est surtout ce stade-là en fait qu'elle désignait. Parce que pour donner mon opinion sur la vidéo de Lucie, à mon sens, elle a soulevé certaines vérités concernant le mouvement Micto, mais elle l'a dit très brutalement. Elle l'a pas du tout mis la forme qu'il fallait. Il y avait du fond. Et sur ce fond, en fait, on retrace justement les relations de couple à court terme, celles qui rejettent toutes les relations à long terme. Donc c'est justement ce qu'on peut définir comme un queutard, un individu qui va enchaîner les relations sans vouloir s'opposer parce qu'il est MeToo. Donc à ce moment-là, il n'envisage pas de fonder une famille. Hein. Il va simplement c'est la définition que vous m'en avez fait justement. J'approuve ce que tu dis, c'est-à-dire que ça peut éventuellement être soit un dragueur permanent, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait appel à une professionnelle de temps en temps. Oui, tout à fait. Mais ça, de toute façon, c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure les hommes chiens, d'accord. Mais il n'empêche qu'il en existe plutôt pas mal, et c'est surtout ces gens-là que Lucie dénonçait dans sa vidéo, hein, pour le coup. Oui, mais Donc après, en fait, il faudrait quand même rappeler juste une seule chose pour préciser, c'est que moi je suis très conscient que le mouvement MeToo donc comme je l'ai dit tout à l'heure, a autant de définitions qu'il n'y a de MeToo. C'est donc au bout d'un moment, c'est effectivement compliqué. On peut pas faire un tir ciblé sur les MeToo. C'est que, à mon sens, je suis surtout là pour critiquer l'idéologie en soi et pas les individus en eux-mêmes. Mais c'est pas vraiment une idéologie, Mecto. C'est juste un phénomène sociologique. C'est un constat de fait. C'est pas une idéologie. Après, il y a quand même si je te suis, Coma, juste une chose, Gardin, si je te suis, Coma, c'est la naissance de Micto, qui n'est pas un mouvement, et comme une conséquence naturelle, on va dire. Bah déjà, la naissance, il y a une dizaine d'années, la naissance de Mecto, c'était le fait que les premières personnes qui parlaient de la Nawat sur les forums se faisaient censurer par des féministes, et ils en ont eu marre. C'est ça qui a déclenché la volonté de certains hommes de s'affranchir de ce système. Et ils ont commencé à théoriser ça. Donc ça pourrait être très bien qu'on revienne sur les bases justement communs que tu nous expliques, voir si tu penses pouvoir le faire, nous expliquer comment est né le mouvement MeToo. Juste une chose, parce que j'ai remarqué que ça faisait beaucoup appel au concept de Matrix, de la pilule bleue, de la pilule rouge. Donc d'où ça vient tout ça finalement? Oui, alors tout ça c'est trouvable sur internet. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites pour expliquer tout ça. En résumé, la pilule rouge, c'est l'ensemble des thèses qui sont en partie dérivées de la connaissance des PUA, qui sont les dragueurs aux États-Unis, qui avaient lancé des techniques de drague sur le terrain, parce que la concurrence qu'il y avait sur le terrain et l'idéologie féministe avait rendu la drague de plus en plus dure et les hommes de plus en plus féminisés. Et donc il y a eu une contre-réaction qui a été que les hommes se sont réunis et sur des forums, et ils ont commencé, comme font les hommes, c'est-à-dire à s'organiser et à faire les choses de manière logique et pragmatique et efficace. Et ça a fonctionné. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en faisant ça, le savoir empirique qu'ils emmagasinaient en faisant ça contredisait ce que disaient les femmes et ce que disait en général le discours sur la drague. Et ça s'est mêlé ensuite à la connaissance, Evopsy, etc. Et tout cet ensemble de connaissances, que je ne vais pas détailler ici parce que ce sera vraiment très long, tout cet ensemble de connaissances a formé, on va dire, la pilule rouge, qui est une grosse surprise parce que c'est en contradiction totale avec l'idéal romantique qu'on nous vend quand on est petit. Ce qui est celui de la princesse Disney et du chevalier qui va la sauver et l'épouser, et ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Voilà. La question que j'aurais, c'est surtout d'où vient le terme, ça vient de Matrix évidemment, mais qui à un moment donné, c'est vraiment ce qui me dérange toujours avec les idéologies, et qui à un moment donné, ne disposant pas d'une histoire conséquente pour pouvoir se baser sur, avoir vraiment développé une philosophie, les types partent de films hollywoodiens pour commencer à développer des philosophies. Surtout ça, c'est pas du tout le film qui est important là. Ce qui est pas important, c'est pas du tout important le film. Hein. C'est juste la notion de dire, tu as le choix de prendre un chemin qui est, je reste dans la matrice et je crois le conte de fées qu'on m'a raconté, ou alors je quitte la matrice et je cherche la vérité. Voilà, c'est ce choix-là en fait. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas être parti sur la philosophie de Diogène à ce moment-là? Voilà, se revendiquer diogéniste et pas Mictou. Mictou, dans le fond, ça veut rien dire. Mictou, les hommes qui vont leur propre chemin. À mon sens, ça ne veut rien dire. Alors pour l'anecdote, le choix de Mecto, ça a été volontairement fait comme un acronyme difficile à prononcer, et parce que aussi ce serait facile à rechercher sur internet. Et si ça vous intéresse le sujet, il y a un petit historique qui a été fait en français sur un site qui s'appelle hommeenmouvement.info.
Donc il y a bien une organisation il a fait un quelque part à un article. moment donné. Oui, et d'ailleurs, il y a défini tout ça. sur l'article que je vous dis, là, il y a la petite feuille des 3 premiers gars qui se sont réunis dans un bar et qui ont pris des notes pour créer le mouvement Mecto. Alors, est-ce que tu pourras me l'envoyer sur Discord ou par mail pour que je puisse le mettre dans la description de la vidéo? Ouais, bien sûr. Merci. Alors, Machinal voulait répondre sur Diogène, je crois. Bah, justement, en fait, c'est que, comment dire, il y a eu des discussions qui sont entre des gens comme toi et moi, pas forcément tous avec un bagage littéraire, et ils ont pris comment dire, des représentations qui sont atteignables par tout le monde. Tu vois, Matrix, quasiment tout le monde a vu le film. Tu vois. Et du coup, Oui. c'était quelque chose qui faisait sens assez facilement pour les gens qui étaient sur des forums. On parle d'Internet. Donc, Oui, je suis Internet d'accord. prend des références populaires. Tu vois, ils vont pas prendre, enfin, en général, il y a peu de gens sur Internet qui vont prendre des références littéraires. Je suis d'accord avec toi si vous vous définissez comme un mouvement, mais vu que vous vous définissez comme une philosophie, c'est pour ça que je comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas C'est ni un cette mouvement ni une référence. philosophie. C'est pas ce qu'il a dit, Coma. Effectivement, Coma a dit que c'était Oui, ni un Coman mouvement, n'a pas ni dit une que c'était philosophie. oui. Mais Mais en ouais, fait, en fait, j'entends souvent beaucoup de myctos dire Oui. que c'est une philosophie. C'est vrai parce qu'en fait, il y a une confusion chez beaucoup de mectos. Ils ne font Alors- pas bien la différence entre pilule rouge et mecto. Alors, oui, c'est moi qui avais employé le mot philosophie dans le sens où j'admets que la philosophie, c'est la recherche de la meilleure vie possible. Donc, selon ma définition de la philosophie et de mytho, oui, c'est une philosophie. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs définitions de mytho en fonction des individus. Tout le monde fait un petit peu sa tambouille de son côté, on va pas se mentir. Mais le plus important, ce n'est pas ça. On n'en a rien à faire. On n'est pas une académie officielle. Ce qu'on est, c'est des hommes qui cherchent à se préserver d'un grand chaos. C'est ça qui est important. C'est Mais une justement- préservation, pour faire simple. Parce que moi, je vais vous dire, je me revendique comme un homme traditionnaliste, et c'est pour ça que mon aspiration, c'est la fondation d'une famille. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment est-ce que le MGTOW se positionne justement dans cette recherche du bonheur et de l'idéal, sans justement fonder une famille, élever ses enfants, et finalement réussir sa vie. Moi, c'est le terme de réussite de vie, en fait, que j'ai comme barème. Enfin, si je peux me permettre, Sky, à la base, la construction d'une famille, ce n'est pas fait nécessairement pour trouver le bonheur. C'est fait pour construire un pilier de la société qui va fonder le royaume. Oui, bien sûr, Pour nous. bien sûr. Mais C'est parce que je vais pas préciser l'extension qui va de la construction de la famille. Enfin, si je l'ai précisé tout à l'heure plutôt, c'est que la construction de la famille sert dans tous les cas la nation. Ton idéal finalement, c'est d'aller jusque là, faire ton devoir en tant que sujet enfant dans ta famille, qui servira la nation. Oui, mais si je suis sujet, tu vois, tu entends que il y a un cadre qui me permet de faire ça correctement. Sauf que là, je suis sujet d'un État qui cherche à me voler. C'est bien différent. Alors je dirais que tu n'es pas sujet d'un État, hélas. Tu es citoyen, hélas, citoyen hélas de la pour les République. royalistes. Ouais. Et Voilà, effectivement, c'est bien- tu as raison, c'est il bien n'y a pas de dommage. cadre, il n'y a pas de cadre qui t'encourage à faire ça. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas bâtir une contre-société, en fait? Je crois que Machinal allait dire c'est bien dommage. Je pense qu'il aurait peut-être préféré être sujet du roi. Si c'est le cas, je Mais remercie. Oui. Ah ben merci, Machinal, je t'aime, merci. Alors, L'émission peut s'arrêter là. Il y a quelque chose que vous savez peut-être pas, c'est que parmi les myctos, il y a énormément de royalistes, dont beaucoup vous avez déçus avec quelques vidéos récentes. Mais oui, il y a beaucoup de royalistes parmi les myctos. Bah, je tiens à dire personnellement que la vidéo, je l'ai trouvée extrêmement violente. Extrêmement violente, et qu'en me mettant à la place des mythos, j'ai totalement ressenti ce que vous avez dû ressentir, et j'ai complètement vu ce qui allait arriver dans les commentaires, et ça n'a pas manqué, c'est arrivé. Je pense que c'était assez maladroit, et c'est effectivement s'attaquer à des gens qui ne sont pas forcément nos ennemis, qui ne sont pas nos ennemis, j'ai envie de dire. Et en écoutant cette discussion-là, je ne suis pas d'accord à titre personnel avec le mouvement sur certains points. Je ne considère pas que ce soit pour moi une voie qui m'intéresserait, mais les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Si certaines personnes y trouvent leur intérêt et leur bonheur, bah, grand bien leur face. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que c'est dommage, effectivement, d'avoir divisé comme ça les individus. Alors qu'en réalité, peut-être qu'on aurait pu ramener certaines personnes vers le royalisme, peut-être... N'allons pas si loin, je sais peut-être. Non, je pense pas avoir divisé que nous ayons en tant que chaîne YouTube divisé qui que ce soit. En fait, je pense Non, d'ailleurs mais que le cercle Richelieu n'a pas à s'excuser par rapport à cette vidéo Je dis pour pas une qu'on bonne a- et simple raison que c'est le point de vue
de Lucie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été exposé, c'est le point de vue d'une femme qui a été exposée à travers le cercle de Richelieu. D'ailleurs, elle a tapé sur les féminismes, le féminisme tout de suite après. Donc, je dirais... Je me permets juste, Ludonum, je me permets juste de rappeler que Lucie est une anti-féministe chronique, qu'elle a plusieurs enfants, qu'elle est mariée à un homme qu'elle aime profondément, qui est sous-officier de l'armée de terre. Je pense, alors là je me permets de lui faire un petit compliment, mais je pense, vu son physique, qu'elle aurait pu éventuellement se classer dans la gamme prostituée russe dont je parlais tout à l'heure, uniquement pour le physique évidemment. T'as dit un compliment, Alex. C'est un compliment, ça. Non, ouais, uniquement pour le physique, Voilà, alors, je m'en veux d'avoir dit ça, mais voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, elle est furieuse contre les féministes, mais ce qu'elle ne veut pas, elle vit, voilà, elle a vécu une grande partie de sa vie dans un quartier qui était fortement, comment dire, enrichi. Voilà, enrichi, on va dire ça comme ça. Et bon, elle n'était pas, voilà, elle, son ambition un petit peu, c'est de reprendre en main la courbe de la natalité française. Et pas elle toute seule évidemment, et ça l'énerve un petit peu quand des hommes blancs du coup se placent en dehors de la problématique de la natalité, ou alors en tout cas expliquent qu'ils ne veulent pas agir sur cette natalité. Donc évidemment il faut aussi comprendre ça. Moi je viens d'un quartier, la Castellane à Marseille, où je crois objectivement, que j'étais un des rares blancs dans un ensemble d'immeubles qui devait bien compter plusieurs milliers d'habitants. Et je comprends ce qu'elle veut dire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais à Coma, mais si vous êtes beaucoup, si finalement on a beaucoup qui viennent mictos, ce sera une catastrophe, parce qu'on fait déjà tellement, on a tellement du mal à faire des enfants maintenant, pour ceux qui sont, on va dire, d'origine européenne, que ce serait une catastrophe si une part importante des jeunes mâles blancs, européens, français même, ne faisait plus d'enfants, parce que sincèrement on est à deux doigts de la catastrophe, quoi. Je pense même qu'on y est déjà rentré, donc est-ce que je peux te rassurer? Vas-y, rassure-moi. Alors déjà il y a beaucoup de gens qui viennent chez les Mictos pour les concepts de pilule rouge, et en fait en réalité quand tu prends dans les groupes Mictos et compagnie, les Mictos célibataires, c'est une marginalité. C'est pas c'est une marginalité même parmi les groupes Mictos. En fait, il y a, par exemple, moi c'était l'admin du groupe Facebook le plus gros qui parle de ça, Micto en français le groupe, qui me disait que il y a, en gros c'est le Pareto 80-20. Tu vois, il y a 80% des personnes sur son groupe qui sont en couple en réalité, et 20% qui sont en fait célibataires, soit par choix, soit pas par choix. Bon. Et en réalité, ce que viennent chercher des gens vers nous, c'est des concepts plutôt pilule rouge plutôt que en fait la conclusion qui peut être Micto, et ils viennent chercher en fait des solutions, des clés de compréhension pour pouvoir en fait améliorer leur relation. Et tu vois, t'as des personnes, t'as quelqu'un de très connu sur le réseau, sur les réseaux anglophones, qui s'appelle Rollo Tomassi, et qui donne énormément de clés de compréhension et des clés, comment dire, relationnelles pour essayer de former une famille. Et tu vois, c'est que Micto, c'est une marginalité même au sein, tu vois, des groupes Micto. C'est donc si ça peut te rassurer, au final, les gens qui font le choix de s'éloigner du couple, que ce soit temporairement ou complètement définitivement, c'est marginal. Et en fait, comme Micto représente un État, t'as des gens qui prennent le choix à un moment d'être Micto, donc pendant une période donnée, et qui après vont en fait revenir à la plantation, enfin ce que nous chez les Micto on appelle revenir à la plantation, et en fait avoir une famille. Mais le gain qu'ils vont avoir à ça, c'est quand même d'avoir assimilé tout un ensemble de concepts qui leur permettent d'avoir une meilleure compréhension des relations hommes-femmes et qui leur permettent de moins se louper en fait. Donc si tu veux, ne serait-ce que la chose suivante, et je vais terminer sur ça, c'est que souvent les hommes ont tendance, quand ils rentrent dans une relation, et ça c'est quelqu'un comme Radou, qui est un youtubeur français, qui vient de Riposte Laïque d'ailleurs, qui dit que en fait les hommes souvent quand ils rentrent dans une relation avec une femme, ils ont tendance à se dire ça y est, je peux me relâcher.
Et en fait, en réalité, le rapport de force subsiste tout le temps. Et en fait, le message qu'on peut donner aux hommes, c'est que de toute façon, si tu vas dans une relation, il faudra tout le temps apporter plus. Faut évoluer. Et moi j'aurais une question du coup par rapport à ce que tu viens de Et dire. poser des limites. Tu n'as pas peur qu'à un moment donné, ou plutôt vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, le mouvement MeToo finisse plus par devenir une structure de fabrication en fait de l'individu délocalisable à merci du capitalisme, un homme qui finalement n'a pas d'attache et qui préférera sacrifier sa vie familiale pour sa vie professionnelle, et à ce moment-là qui pourrait être envoyé dans toutes les grandes capitales occidentales et qui à partir du moment où il parle anglais sera chez lui partout. Eh bien non, parce que en fait, si tu comprends les impacts et en fait les injonctions sociétales, économiques actuelles, tu comprends qu'il y a potentiellement des solutions qui peuvent te permettre de sortir de certains impératifs, de potentiellement te rattacher plus au territoire. Moi, par exemple, mon projet personnel, c'est d'aller à la campagne. Je vais me reconvertir dans l'artisanat très prochainement. Je vais planter mes légumes et élever mes poules, tu vois. Donc tout ça dans un projet familial. Familial au sens large. Pas Oui, juste. pas nécessairement avec ta femme et tes enfants, mais plutôt avec les tiens, tes parents, tes frères et sœurs, je suppose, c'est ça. C'est l'idée. Donc D'accord. si tu veux, mon projet n'est pas un projet de citoyen du monde. Ah, mais quand je disais ce que je disais, c'était pas par rapport à toi Ouais, ou par rapport en fait, à... Ouais, mais en fait, c'est que ce raisonnement que je tiens est un raisonnement qui est de plus en plus courant. Parce qu'en fait, beaucoup se rendent compte que l'idéologie du citoyen du monde et tu vois, tout le monde va devenir un riche millionnaire s'il s'en donne les moyens, c'est pas un truc qui fonctionne. Et du coup, faut revenir à des choses qui sont plus fonctionnelles et en soi plus traditionnelles. Sans aller jusque-là, parce que ce que je voulais mettre en avant, c'était surtout cette philosophie du MeToo, qui donc du coup selon les interprétations, mais c'est ce qu'on voit très bien dans les vidéos américaines, une philosophie qui est directement importée d'Amérique, propose cette comment dire que l'homme en fait doit économiser de l'argent et doit justement favoriser sa carrière, et qu'ensuite s'il a envie d'avoir une petite jeunette de 20 ans, ça lui permettra de pouvoir finir ses vieux jours tranquillement. Et ça précise, c'est une vidéo de Mos Majorum d'ailleurs que je cite d'ailleurs, que j'ai vu et qui m'a particulièrement marqué, parce que c'est vraiment l'idéologie de la finalité du capitalisme en fait. C'est l'homme qui va finalement préférer les petites jeunettes de 20 ans et qui va ne pas se marier avec une femme de son âge, en précisant que c'est au désavantage de l'homme sur le plan économique, parce qu'il doit l'entretenir tout au long de sa relation, puis l'entretenir dans sa vieillesse, et il pourra même plus la baiser dans sa vieillesse. Voilà, c'est ça, cette philosophie que je vois le plus généralement mise en avant par les anglo-américains, et qui finalement, c'est vrai que quand on entend des Français nous parler du MeToo, le message est assez différent, mais sachant que cette philosophie originellement est américaine et se propage à l'échelle de tous les pays capitalistes occidentaux, enfin pas qu'en Occident d'ailleurs, tous les pays capitalistes tout court, toutes les démocraties, on peut même dire ça plutôt. Moi justement, c'est quand je te pose la question, est-ce que tu n'as pas peur que ça transforme les gens en total individualiste en fait? C'est surtout sur cette philosophie. Mais en fait, l'individualisme, il est plus conséquence du contexte, plutôt que c'est un symptôme en fait de notre société. Tu le dis toi-même. C'est un symptôme en bout de chaîne en fait. C'est un symptôme en bout de chaîne. Tu le dis toi-même, c'est que on voit apparaître ce phénomène dans toutes les sociétés capitalistes et démocratiques, comme tu dis. Donc si tu veux, c'est que ça montre bien que c'est pas c'est quand même c'est un symptôme. Ah, mais il y a un non-sens par rapport aux symptômes. C'est-à-dire que si vous vous retirez de la société, vous n'influencez plus cette société. Donc, comme tu t'es employé l'image, la maison brûle et vous préférez quitter la maison. Mais du coup, vu que vous ne reconstruisez pas une autre maison à part donc une société traditionnelle qui elle permettrait de restaurer un système général sain, vous partez, et à ce moment-là, en quoi est-ce que c'est symptomatique? C'est-à-dire que vous ne savez pas quand l'effondrement va arriver. Bon, c'est vrai que vu la situation actuelle, on est en train de se douter que ça va pas être dans pas trop longtemps. Mais dans tous les cas, on peut pas miser sur un futur incertain en disant ça va bien se passer. Si ça se trouve, le système capitaliste réussira à se maintenir pour 50, peut-être 100 ans, même si je doute sur les 100 ans, mais peut-être, on sait pas. Peut-être qu'ils vont trouver un autre tour de magie, et finalement vous serez quitté la société, vous n'aurez pas eu de femmes et d'enfants,
Et il n'y aurait pas eu de succession des générations en fait. Mais C'est-à-dire que toutes vos connaissances et votre savoir n'auront pas été transmis à des enfants qui auront pu transmettre à leurs enfants et ainsi rebâtir une société plus saine. ça, c'est plutôt, l'histoire de dire aux gens de faire des enfants, et du coup de pas se gâcher, c'est plutôt un discours à tenir à des femmes, pas tant à des hommes. En fait, c'est les femmes qui ont les clés du sexe, donc et de la reproduction. Donc, Alors- si tu veux, c'est aux femmes qu'il faut principalement dire ça, en fait, en réalité. Oui, mais C'est enfin, aux femmes ça, c'est une que- chose- si vous leur c'est une dites chose que sur vous voulez laquelle- plus avoir de relation avec Ouais, elle, c'est ça. Oui, mais il faut qu'elle comprenne malgré le tout, ça passe pourquoi. toujours comme ça, quoi. Bah, qu'elle Oui, comprenne mais- le pourquoi, mais après, faut qu'elle, si elle change pas, elle décide de malgré tout s'obstiner. La femme la femme dépend de l'homme pour ses prises de décision. En fait, c'est comment dire, c'est à mon sens une loi universelle, enfin une loi naturelle. C'est que malgré le fait qu'on vit dans une société complètement dépravée, à un moment donné, l'ordre naturel existe toujours, même s'il est occulté par toutes les lois et tout le système qui se penche pour venir en aide aux féministes qui sont incapables de se maintenir toutes seules. Si elles ne recevaient plus leurs subventions de la part de tout un tas d'associations, elles ne se maintiendraient pas en place. Donc, Elles sont ce que tu cheatées. me dis, Mais en fait, tu as raison en disant que la société actuelle est complètement cheatée. Le jeu est truqué, et ça, c'est un fait, un constat véritable. Mais le truc, c'est que malgré le fait que le jeu soit truqué, on peut toujours gagner. Parce que ces gens sont dans l'ordre naturel, ils ne peuvent pas gagner, en réalité. donc, ce que tu me dis, c'est que les femmes n'ont pas de libre arbitre. Si, les femmes ont un libre arbitre, mais elles sont très influencées par l'homme. Donc, alors, Non mais attendez, juste une chose les gars, je vous rappelle encore une fois qu'il y a des femmes qui sont qui sont tout à fait pour une famille traditionnelle, En plus, oui. genre qui sont sur notre bord à nous. Non mais il y en a, si, Ludonum, il y en a quand même, n'exagérons pas. Non Alors, plus. alors, non, tu mais veux- alors, tu tout veux à l'heure, vraiment qu'on fasse- tout à l'heure, on citait Mos Majorum. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à écouter la vidéo qui s'appelle Les Tradas de Mos Majorum. Il a été écrit. Oui, je Ah. l'ai écouté justement, Non, cette mais vidéo, les les Tradas. les femmes traditionnelles, j'ai connu suffisamment pour savoir que c'est un piège. Hein. Fuyez Tu n'as pour- peut-être pas connu les vannes, mais tu ne peux pas nier bah qu'il oui. y a une femme qui J'ai fait- pas eu de chance. Non, mais Bah, je suis désolé, c'est encore un truc. Alors, c'est encore un autre truc qui fait fuir beaucoup de gens. Alors, non seulement du nationalisme, et parce que je voudrais apporter une autre lumière par rapport à ce que disait Machinal sur la compatibilité entre le mytho et le citoyen du monde. Alors, moi, je pense qu'au contraire, dans une optique de préservation, à terme, tu en as beaucoup qui finissent par préférer devenir exportables que de devoir être sacrifiés au nom du saint vaginarium. Donc j'en vois de plus en plus, et ça m'a d'ailleurs déprimé il y a quelques mois de voir beaucoup de mes amis quitter leur patrie, quitter leur région qu'ils chérissaient plus que tout, parce qu'ils ne se sentaient plus de vivre en France à cause de conditions économiques et sociales. Donc oui, il y a de plus en plus qui préfèrent s'enfuir parce que tout simplement on n'y croit plus en fait. Le voile ne tient plus. Non, mais c'est ça le problème justement. En fait, moi je vois le MeToo comme un mouvement un petit peu comme, m'excusera pour tous ceux qui ont été au Front National, mais un petit peu comme le Front National, c'est-à-dire qu'il va canaliser finalement toutes les montées de la droite pour éviter qu'elles n'explosent. C'est que les MeToo, par leur, je suis désolé de dire ça, mais finalement on en revient à une auto-élimination de la société. C'est-à-dire que à défaut de s'être fait éliminer par l'ennemi, donc qui est le féminisme, ou par le capitalisme, soit ils s'intègrent en devenant certes des hommes à part de la société, mais qui restent quand même dans une optique de faire du capital, soit ils se cassent carrément pour le MeToo niveau 5, qui sont peut-être pas nombreux, mais il y en existe qui se barrent. Et la peur que j'ai, moi, c'est de voir finalement notre société, à défaut d'essayer de pouvoir se ressusciter à travers une société traditionnelle, parce que c'est ce qui nous attend. Hein. Une fois que le monde capitaliste se sera effondré, la seule chose qui pourra revenir, c'est la société traditionnelle. C'est la seule chose que les gens voudront. Alors, Chevalier, si je peux, C'est bien si beau je peux me d'avoir permettre. peur. Si Ouais, je mais peux j'ai me pas permettre. beaucoup intervenu. Ah Mais, pardon, vas-y. Ludonum. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Parce que c'est bien beau d'avoir peur qu'on aille droit dans le mur, mais oui, on va droit dans le mur, mais pourquoi on va droit dans le mur? Je suis désolé, parce que ici, comme ailleurs, on reproduit à chaque fois les mêmes erreurs. C'est on culpabilise l'homme systématiquement, c'est systématiquement lui qui est remis en question, et jamais, au grand jamais, on remet en question les comportements de la femme. Quitte à la faire passer pour une grande mineure, on lui refuse toute responsabilité, on refuse de la remettre en question, et on refuse d'aller la moraliser. Non, mais c'est la question que je te posais tout à l'heure. Pourquoi, justement? Mais il faut qu'on y réponde, parce que je pense que le souci n'est pas juste il y a ces derniers 50 ans. En tant que royaliste, je sais d'où vient le problème. mais ce que Moi je veux aussi. dire, c'est qu'à un moment donné, il faut commencer à comprendre pourquoi est-ce que ce problème est né. Pourquoi est-ce qu'il est né? Il n'est pas né d'ailleurs en 1789, il est né bien avant. C'était qu'à un moment donné, il y a une philosophie qui s'est installée au sein de notre société, qui s'appelle l'humanisme. Et c'est surtout ça qui nous a foutu dans la merde. on est d'accord. Le véritable problème, en fait, il vient de là, c'est qu'à un moment donné, il faut réussir à faire comprendre aux gens qu'il faut stopper cette philosophie autophage.
Alors, ça fait quand même 1h10 d'émission. Je pense que ça commence à faire un peu long pour nos auditeurs. À la limite, peut-être qu'on peut éventuellement en refaire une autre si nos auditeurs ont apprécié. Mais je vais vous demander chacun d'avoir un petit mot de la fin pour conclure. Alors, Ludonum qui n'a pas beaucoup parlé, est-ce que tu voudrais conclure sur le sujet? Oui, je pense que déjà il faut éviter les jugements un peu hâtifs, éviter de réagir de manière un petit peu trop instinctive. Ce qui peut sembler naturel n'est pas forcément le choix le plus évident dans la société complexe que nous avons. Et donc identifiez bien les ennemis, identifiez bien les causes, les conséquences et réfléchissez bien à qui est-ce que vous attaquez. Voilà. Machinal? Alors j'aimerais juste revenir sur le fait que on a déjà 100 000 blancs qui par an partent de France, et c'est pas des mythos hein, forcément. Donc déjà on a des problèmes à gérer pour garder les gens de chez nous. Et comment dire, si vous souhaitez obtenir quelque chose de nous, c'est pas en nous insultant de la manière qui a pu être faite dans la vidéo de Lucie, en nous traitant de semi-transsexuels, que vous allez obtenir quelque chose. Je me souvenais pas de celle-là, mais peut-être bon. Coma? Ouais, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il reste quand même des alternatives. La plus connue étant de s'expatrier, c'est-à-dire d'aller dans un pays qui est encore traditionnel et dans lequel on n'a pas tous les risques qu'on a ici en France et où on peut fonder une famille sans mettre en danger sa vie entière en tant qu'homme. Donc ça, c'est une des solutions et à mon avis, la seule alternative, c'est un changement de paradigme du pouvoir. Ok. Garde noire? Même en considérant que la vidéo de Lucie était effectivement extrême, donc encore une fois, pour moi la réaction qui en a suivi était totalement naturelle, j'avais une certaine, comment dire, j'étais assez sceptique devant le mouvement, pardon, devant la pensée MeToo, on va dire, j'étais assez sceptique, j'avais beaucoup de critiques à faire. Je dois dire qu'avec la discussion, là j'en ai beaucoup moins. Je trouve que c'est beaucoup plus sain que ce que je pensais. Et alors, je sais pas qui avait dit ça, mais parler de libre arbitre, je suis totalement d'accord. Les gens ont quand même le droit de choisir leur destin. Donc voilà, moi j'ai plus grand chose en fait contre ce mouvement. Je suis à titre personnel, encore une fois, ce n'est pas ma voix. Je ne suis pas d'accord à titre personnel, mais je respecte ceux qui choisissent cette voie parce que c'est leur choix. Ce sera déjà beaucoup plus sain qu'effectivement vivre dans quelque chose de convenu dans la société dans laquelle nous sommes malheureusement plongés aujourd'hui. Donc voilà, j'ai encore mes réserves, j'ai encore des critiques à faire, mais ce ne sont plus les mêmes. Et j'ai entendu les arguments et puis moi je les accepte et voilà. C'est ma conclusion personnelle. Pardon. Sky, c'est à toi. Alors concernant la vidéo de Lucie, j'ai déjà répondu sur mon point de vue. Je conclurai en disant que quoi qu'il en coûte, messieurs, nous devons continuer à nous battre. Pas simplement pour nous, mais pour notre pays. Pas simplement pour nos familles, mais pour notre pays. C'est ce qui importe le plus pour notre culture, pour les 3000 ans d'histoire de civilisation française, en tout cas gréco-latine puis française qui se sont succédés. En ce qui concerne la question sociale qu'on a pu aborder, bien, je dirais qu'il faut d'abord prendre en compte, avant la question sociale, la question morale, et surtout nous interroger sur notre futur, et tout sauvegarder notre pays pour les générations futures, que Dieu fasse qu'il y en ait. Bien, alors je vais conclure. On vient de me faire passer un petit mot avec écrit si les mythos ne font pas d'enfants, voilà qui en fera. Et c'est un article sur des hommes américains, visiblement, qui prennent des pilules qui leur permettent de produire du lait paternel pour leurs enfants. Alors, à l'heure où je vois l'article, je ne sais pas si c'est un fake ou pas. Je pense que la personne ne m'a pas fait un fake, je la regarde comme ça d'un peu loin, mais apparemment c'est exact. Bon, voilà, je pense qu'au moins, quoi qu'il arrive, on sera tous d'accord pour dire que ce monde, nous le rejetons de toutes nos forces. On a simplement choisi peut-être des voies un petit peu différentes pour le rejeter. Moi, j'entends faire des enfants, mais sans prendre de pilules pour donner du lait paternel. Ça, c'est assez évident.
et j'entends les élever en français traditionnaliste, on va dire. Mais voilà, j'ai trouvé que vous étiez tous les trois très sympathiques. Donc déjà, merci. Vous avez pris sur votre temps personnel. Vous n'êtes pas payé pour ça, donc je vous remercie tous les trois d'être venus. J'espère aussi qu'on aura peut-être, allez savoir, d'autres occasions de reparler. En tout cas, si jamais vous voulez participer à des émissions du Cercle, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et c'était le Cercle Richelieu, rencontre avec les MGTOW. Et vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez.